Ce journal vous est présenté par Font des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver en cette année 2026. Voici les principaux titres de ce 7 janvier. L'Angola poursuit ses efforts de médiation dans la crise congolaise. Pays voisin de la RDC, Luanda reste un acteur clé de la recherche de la paix entre atouts diplomatiques et limites qui pourraient peser sur la suite du processus. Et puis, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC continue de se dégrader. C'est l'alerte lancée par le groupe d'experts des Nations Unies dans son rapport à mi-parcours remis au Conseil de sécurité fin décembre. Enfin, à l'international, après la chute de Nicolás Maduro, le Venezuela entre dans une phase de transition. Les marchés anticipent une reprise progressive de la production pétrolière avec un possible impact sur les prix du brut à long terme. Ouvrons ce journal avec cette note sécuritaire. Malgré les efforts diplomatiques engagés en 2025, la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo s'est aggravée. C'est le constat sans détour dressé par le groupe d'experts des Nations Unies dans son rapport à mi-parcours transmis au Conseil de sécurité fin décembre. Dans mon mat. Malgré les efforts diplomatiques engagés en 2025, la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo s'est aggravée. C'est le constat, sans détour, dressé par le groupe d'experts des Nations Unies dans son rapport à mi-parcours transmis au Conseil de sécurité fin décembre. Selon ces documents, les accords de Washington entre la RDC et le Rwanda, ainsi que la déclaration des principes de Doha avec l'Alliance Fleuve Congo M23 n'ont pas permis d'enrayer la spirale de la violence. Sur le terrain, les cessez-le-feu sont régulièrement violés et les négociations se heurtent à une profonde méfiance entre le parti. Le rapport révèle que le M23, soutenu par la force de défense rwandaise, a poursuivi et même intensifié ses offensives militaires dans le nord et sud Kivu. Les experts évoquent une coordination étroite entre les deux forces, combinant déploiement stratégique, technologie de surveillance et opérations conjointes. Plus préoccupant encore, le M23 ne se contente plus d'une logique militaire. Il cherche désormais à s'installer durablement en mettant en place une gouvernance parallèle, administration, justice, fiscalité, police et contrôle des frontières. Les dirigeants du mouvement affichent clairement leur ambition à long terme, gouverner une région autonome dans l'est de la RDC. Sur le plan humanitaire, les tableaux est sombre. Les experts documentent des attaques systématiques contre les civils, des exécutions sommaires, des recrutements forcés, y compris des mineurs, et une explosion des violences sexuelles liées au conflit. Des centaines de civils auraient été tués depuis le printemps 2025, provoquant des déplacements massifs des populations. Autre enjeu majeur mis en lumière par le rapport, le contrôle des ressources naturelles. Le M23 s'est emparé de plusieurs zones minières stratégiques et contrôlerait désormais près de la moitié de la production des cassitérites et des coltans du Sud Kivu, ainsi qu'une large part de la wolframite. Ces ressources constituent un levier financier central pour la poursuite du conflit. Les experts de l'ONU estiment enfin que le processus de Washington et de Doha souffre d'un déficit majeur, l'absence de mécanismes contraignants et des garanties de mise en œuvre. Tant que les réalités militaires et économiques sur le terrain ne seront pas pleinement prises en compte, la paix restera fragile et largement théorique. Ces rapports sonnent comme un avertissement, sans pression réelle et sans médiation capable de s'imposer aux acteurs régionaux. La crise congolaise risque de s'enliser davantage. Et au moment où les accords de Washington et les pourparlers de Doha semblent au point mort dans leur mise en exécution, l'Afrique s'impose comme possible destination recours où les parties prenantes à la crise congolaise pourraient converger pour un nouveau round de processus de paix en RDC, le continent. Auparavant, dépossédé du dossier rwando-congolais devrait récupérer la patate chaude. Plusieurs rêvent d'un processus à la manière du dialogue intercongolais de Sun City. Le contexte actuel, caractérisé par une forte implication régionale, serait-il un élément perturbateur à un tel processus? C'est la grande inconnue. Patrick Ilunga. Les éléments d'un puzzle d'une paix made in Africa ne sont pas encore réunis
que plusieurs espèrent une solution durable sur le modèle de Sun City afin de taire les armes en République démocratique du Congo. Des solutions africaines aux problèmes africains. La parade n'est pas simple, mais une alternative importante pour pallier le blocage de Doha et Washington, dans l'éventualité d'une destination africaine pour mettre autour d'une table toutes les parties prenantes à la crise en RDC et dans la région. 3 hypothèses se dessinent autour des personnalités bien rompues à des complexes recherches de paix, particulièrement en RDC. D'abord, les vieux routiers de la crise congolaise, Thabo Mbeki et Yoweri Museveni. Les 2 vieux briscards se voient bien jouer avec succès les médiateurs dans le conflit dans la région. Connaisseurs de la question congolaise et régionale, ils ont sûrement la carte qu'il faut pour faire entendre raison à tous. Les 2 ont, il y a quelques jours, séparément organisé des pourparlers en faveur de la paix au Congo. Pour l'ancien président sud-africain, l'initiative n'avait pas rencontré l'adhésion des autorités congolaises. Le chef de l'État ougandais a réussi à avoir une délégation congolaise au sommet récemment organisé à Entebbe, une participation congolaise sans plus. Pour certains observateurs, il ne s'agit pas tant des personnalités, mais des principes et du fond de ce qui doit être négocié. La paix en RDC est beaucoup plus une question d'engagement sincère plutôt que des rencontres et signatures. Ce qui a été décidé à Doha et Washington est amplement suffisant pour aboutir à la paix. Le continent africain, à travers le président togolais, Faure Eyadema, personnage moins controversé, devrait aider à appliquer les engagements déjà pris à Doha et Washington. Malgré les processus de Doha et de Washington, la crise congolaise reste au point mort. Alors quel profil de médiateur pourrait réellement faire bouger les lignes en tenant compte à la fois de la crise interne de la RDC et des intérêts de ses voisins? Décryptage. Voisin direct de la République démocratique du Congo, l'Angola a été désigné par l'Union africaine comme médiateur afin de faciliter les dialogues entre Kinshasa et Kigali dans l'objectif de ramener la paix dans l'est de la RDC. Après plusieurs tentatives de médiation restées sans résultat concret, Luanda a fini par se retirer du processus, notamment à la suite de la prise de fonction de João Lourenço, présidence en exercice de l'Union africaine, un contexte qu'il a contraint à revoir ses priorités diplomatiques. 6e puissance militaire du continent africain, avec environ 100 000 hommes sous le drapeau, l'Angola, dont l'économie reste largement dépendante de la production pétrolière, s'est toujours positionné comme l'un des piliers stratégiques de l'Afrique centrale et australe. Marqué par une longue guerre civile, durant la guerre froide jusqu'au début des années 2000, Luanda a acquis une solide expérience militaire qui lui a permis de jouer un rôle déterminant lors de la guerre de l'AFDL, ayant conduit à la chute du régime de Mobutu. Depuis lors, les relations entre la RDC et l'Angola, longtemps glaciales sous Mobutu, se sont progressivement réchauffées. De Laurent Désiré Kabila à Joseph Kabila, puis sous Félix Tshisekedi, Luanda et Kinshasa n'ont jamais été aussi proches sur le plan politique et diplomatique. Une proximité qui constitue à la fois un atout et une faiblesse selon plusieurs observateurs. Dans l'actuelle crise sécuritaire dans l'est de la RDC, l'Angola s'est retrouvée désillusionnée après les revirements du Rwanda et de la rébellion de M23 qui ont boudé la signature d'un accord de paix avec Kinshasa à quelques heures de sa conclusion, préférant se tourner vers le Qatar. Cette proximité entre Luanda et Kinshasa pourrait-elle nuire à la perception de neutralité de la médiation angolaise? Du point de vue des autres protagonistes, plusieurs analystes estiment que ce facilitateur a pu peser dans la défiance de belligérants. Cependant, selon plusieurs sources diplomatiques, l'Angola pourrait désormais orienter ses efforts vers un autre levier, jouer un rôle de facilitation dans les volets internes de la crise congolaise, notamment en soutenant l'idée d'un dialogue national inclusif entre les différentes parties prenantes au conflit. Un rôle qui suppose pour Luanda de renforcer encore sa crédibilité régionale dans un contexte où la crise congolaise dépasse largement les frontières nationales et s'inscrit dans un jeu d'équilibre géopolitique et régional de plus en plus complexe.
Parlons toujours de diplomatie pour la stabilité dans l'Est de la RDC. L'Angola, médiateur dans la crise congolaise, reste incontournable dans la recherche de la paix en RDC. Malgré ses multiples tentatives, pays voisins, Luanda dispose bien des atouts, mais aussi des faiblesses qui seront déterminants pour la suite du processus. José Junior Owawa. La crise à l'est de la République démocratique du Congo continue de résister aux initiatives diplomatiques internationales. Doha, Washington, le cadre se multiplie, mais sur le terrain, les lignes bougent peu. Une réalité qui relance une question centrale. La RDC a-t-elle besoin d'un médiateur au profil différent, plus en phase avec les réalités africaines du pouvoir? Dans ces débats, Faure Gnassingbé apparaît comme une option sérieusement évoquée. Président du Togo depuis 2005, il est aussi le fils de l'ancien chef de l'État, Gnassingbé Adema, une trajectoire singulière qui lui confère une compréhension fine des mécanismes de conservation du pouvoir, des transitions délicates et des compromis nécessaires pour éviter l'instabilité. Cette lecture croisée lui permet de saisir à la fois les enjeux internes congolais et les contraintes politiques d'un État sous pression sécuritaire. Mais aucun médiateur ne peut ignorer le rôle des voisins de la RDC, à commencer par Yoweri Museveni. Officiellement partenaire de Kinshasa, le président ougandais reste un acteur ambigu. Au pouvoir depuis près de 40 ans, il maîtrise l'art du double discours. L'Ouganda tire d'importants bénéfices sécuritaires et économiques de la situation à l'est du Congo. Museveni entend donc rester au cœur du jeu sans jamais perdre de vue des enjeux dont son pays profite largement. Autre acteur clé, João Lourenço. Pour l'Angola, la stabilité congolaise est une priorité stratégique. João Lourenço privilégie ainsi une approche régionale et institutionnelle misant sur les mécanismes africains pour contenir la crise et éviter un embrasement régional. Une posture de stabilisateur plus que d'influence directe. Au final, l'essoufflement des processus de Doha et de Washington met en lumière une limite majeure, l'absence d'un médiateur capable de parler les langages des dirigeants africains tout en comprenant les fragilités internes de la RDC. Plus qu'un format diplomatique, c'est le profil du médiateur qui pourrait faire la différence. Dans un jeu régional dominé par les intérêts et les rapports de force, la question reste ouverte. Des bons médiateurs peut-il enfin faire bouger les lignes de la crise congolaise? Et qui peut, au regard de la constitution congolaise, convoquer et juger l'opportunité de la tenue de ce dialogue en RDC afin de tenter de ramener la paix et la cohésion nationale? Quelques éléments de réponse dans cet élément proposé par Dieu merci vous. La question du dialogue national demeure pendante en cette période de quête d'une paix effective en République démocratique du Congo. Dans la constitution congolaise en 2006, aucune disposition mentionne explicitement celui ou celle qui prend une telle initiative. Toutefois, dans les usages politiques et institutionnels, en sa qualité de garant de l'unité nationale, le chef de l'État peut convoquer un dialogue lorsqu'il estime nécessaire et opportun dans l'intérêt supérieur de la nation. En la matière, les précédents existent. Sous l'ancien président Joseph Kabila, un dialogue national inclusif a été convoqué avec la désignation de l'ancien premier ministre togolais Edem Kojo comme facilitateur. Oui, il importe par rapport à cette question de retenir qu'au terme de l'article 69 de la Constitution, le président de la République est le symbole de l'unité nationale. Et à ce titre, il peut très bien convoquer les dialogues par ordonnance et à partir du moment où il motive cette ordonnance par les soucis de pouvoir toujours renforcer la cohésion et l'unité nationale. Et donc, je crois sincèrement que la Constitution lui donne ce pouvoir et nous sommes dans un système où nous sommes dans une période où l'unité nationale est fissurée, la cohésion nationale est fissurée et que donc pour pouvoir résister contre l'agression et ramener la paix dans notre pays, il est important de pouvoir se parler. Il est important que nous puissions mettre ensemble les fils du pays de façon à ce que même les plus égarés puissent être ramenés à la maison plutôt que de les laisser, n'est-ce pas, continuer à être utilisés par les ennemis du pays. Donc nous pensons que c'est une intelligence, c'est une façon, n'est-ce pas, de jouer de manière proactive si le président pouvait s'investir à convoquer ces dialogues. Et donc, je suis en train de dire ici que l'article 69 qui lui donne le pouvoir des garants de l'unité nationale
et en tout cas lui permet de convoquer ces dialogues de manière légale. Selon Augustin Bissimois, secrétaire général du parti d'opposition, le président de la République, au regard de ses prérogatives constitutionnelles, notamment celles prévues à l'article 69 de la Constitution de 2006, tel que modifié et complété à ce jour, est habilité à convoquer un dialogue national inclusif. La situation sécuritaire à la frontière entre la RDC et la Zambie était au centre des échanges ce mardi à Kinshasa. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Shabani Luko, a reçu l'ambassadeur zambien Paolo Cosita, une rencontre préparatoire à la commission mixte défense et sécurité RDC-Zambie prévue prochainement à Lubumbashi dans un contexte marqué par la recrudescence de l'insécurité sur le corridor Kolwezi-Lubumbashi. Blaise Kozola. Cette réunion préparatoire a porté essentiellement sur la sécurisation transfrontalière, notamment le long du corridor de transport Kolwezi-Lubumbashi, ainsi que sur la sécurité des conducteurs zambiens utilisant cet axe, récemment confrontés à une montée inquiétante de l'insécurité. Merci beaucoup. Nous sommes venus comme l'ambassade de la République de Zambie pour un traité avec son Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur, sur les issues mutuelles entre les deux pays. Sur l'agenda, nous avons parlé pour la commission mixte, la réunion qui va se tenir à Lubumbashi entre la Zambie et la RDC sur la défense et la sécurité. Deuxièmement, c'était l'issue pour les conducteurs de camions le long de l'axe de Lubumbashi à Kolwezi, avec leurs préoccupations. Nous sommes satisfaits que Son Excellence, Monsieur le Ministre, nous a assuré qu'il va actuellement mettre les mesures pour aider le conducteur de camions, pour sécuriser les sécurités et aussi pour la défense pour le camion. Merci beaucoup. Le VPM Shabani a rassuré les diplomates zambiens de l'implication du gouvernement congolais à travers le ministère de l'Intérieur afin de mettre un terme à ces phénomènes et de protéger les usagers ainsi que leurs camions. Il a également précisé que cette commission mixte défense et sécurité RDC-Zambie, qui constitue un cadre de partage d'informations, permettra en outre d'ajuster des mesures idoines favorables aux intérêts communs de deux États. Fermons ce registre sécuritaire pour parler sport alors que la RDC a été éliminée en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. L'un des supporters les plus remarqués du tournoi reste Michel Kuka Mbolandinga. Ce Congolais a su capter l'attention du public grâce à sa posture singulière dans les tribunes, devenant une figure emblématique de cette CAN. Blaise Kozola. Reconnaissable à sa ressemblance avec Patrice Emery Lumumba, figure emblématique de l'indépendance congolaise, Michel Kuka a marqué les esprits par sa présence immobile dans les gradins. Debout, le bras droit levé, il est resté impassible pendant la totalité du match de Léopard, adoptant une posture évocatrice de la célèbre statue du héros national. Cette attitude singulière qui lui a valu le surnom de Lumumba ou Lumumba Veya a rapidement fait de lui l'une des figures les plus remarquées de cette CAN 2025. Sa présence a ainsi transcendé le simple rôle de supporter pour devenir un véritable symbole culturel et mémoriel. Au-delà du spectacle, la démarche de Michel Kuka revêt une dimension profonde et engagée. Pour ses fervents supporters, rester immobile pendant le match est un moyen d'honorer la mémoire de Patrice Lumumba et de transmettre les valeurs de dignité et d'identité nationale qu'il incarne. En choisissant cette posture évocatrice, Michel Kuka souhaite rappeler l'histoire de son pays et la lutte pour l'indépendance dans un cadre sportif suivi par des millions de personnes sur le continent africain. Si Michel Kuka n'a pas participé directement aux performances sportives de l'équipe nationale congolaise, son impact a dépassé largement le cadre du terrain de football. Devenu une véritable figure médiatique, il a su capter l'attention des supporters, des médias et des instances sportives par son originalité et son engagement. Au-delà du football, le Lumumba Veya pourrait ainsi trouver de nouvelles opportunités dans des domaines tels que la promotion sportive, le média ou les activités liées aux supporters. Son profil singulier pourrait également servir de modèle pour des initiatives culturelles ou communautaires autour du football en RDC et en Afrique. Bien que la RDC
ait été éliminé de la CAN 2025, Michel Kouka restera sans aucun doute l'une des figures marquantes de cette édition, symbole d'un supporter passionné capable de laisser une empreinte durable. L'actualité, c'est aussi au-delà de nos frontières. Place à la page internationale. Le Maroc a enregistré un nombre record de 19,8 millions de touristes en 2025, soit une hausse de 14% par rapport à 2024. Les arrivées des touristes au royaume chérifien en 2025 ont nettement dépassé les objectifs du gouvernement qui tablait sur 18 millions de visiteurs pour cette année-là. Gigi Nende. La capture du président vénézuélien par les forces américaines et l'annonce par Donald Trump d'une prise de contrôle politique du pays constitue un tournant pour un producteur longtemps marginalisé par les sanctions internationales et le sous-investissement chronique. Membre fondateur de l'OPEP, le Venezuela détient environ 17% des réserves prouvées mondiales de pétrole, soit près de 303 milliards de barils. Pourtant, ce potentiel est resté largement inexploité depuis plus d'une décennie. Dans les années 1970, la production vénézuélienne atteignait environ 3,5 millions de barils par jour, soit plus de 7% de l'offre mondiale. Elle est tombée sous les 2 millions de barils par jour dans les années 2010 avant de s'établir autour de 1,1 million de barils par jour l'an dernier, soit à peine 1% de la production mondiale. Certaines estimations évoquent même un niveau proche de 800 000 barils par jour ces derniers mois, reflet de l'état dégradé des infrastructures et des contraintes opérationnelles persistantes. Selon JP Morgan, un changement de régime pourrait enclencher une remontée progressive mais significative de la production. Les analystes de la banque estiment que le Venezuela pourrait porter son offre à 1,3 moins 1,4 millions de barils par jour d'ici 2 ans, puis atteindre jusqu'à 2,5 millions de barils par jour sur la prochaine décennie à mesure que les capacités existantes seraient réhabilitées et que de nouveaux investissements seraient engagés. Goldman Sachs adopte une approche plus prudente tout en convergeant sur l'impact potentiel à moyen et à long terme. Dans une note datée du 4 janvier, la banque estime qu'un redressement de la production vénézuélienne nécessiterait des investissements lourds et une stabilité politique durable. Dans un scénario où la production remonterait à 2 millions de barils par jour, Goldman chiffre l'effet baissier à environ $4 par baril sur les prix du pétrole à l'horizon 2030. À court terme, en revanche, l'impact resterait ambigu mais modeste, largement dépendant de l'évolution de la politique américaine des sanctions. Pour l'instant, Goldman maintient inchangé ses prévisions pour 2026 avec un Brent moyen à $56 le baril tout en anticipant une production vénézuélienne encore stable autour de 900 barils par jour à cet horizon. Rectification, vous venez plutôt là de suivre un élément sur le Venezuela qui, après la chute de Nicolas Maduro, entre dans une phase de transition. Les marchés anticipent une reprise progressive de la production pétrolière avec un possible impact sur le prix brut à long terme. Le secteur touristique marocain est en plein essor. Selon le ministère du Tourisme, le Royaume a réalisé une performance historique en 2025 avec près de 20 millions d'entrées touristiques. En clair, 19,8 millions représentant des recettes 13 milliards de dollars, une hausse de 14% par rapport aux visiteurs enregistrés en 2024 et une performance jamais enregistrée dans le pays. Pour réaliser cet exploit, le Maroc a misé sur sa feuille de route 2023-2026 qui met en avant la diversification de l'offre, la modernisation des infrastructures et l'amélioration de la qualité des services.
Par ailleurs, la multiplication de lignes aériennes et des vols directs avec l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique a permis d'attirer un flux croissant de visiteurs. Une stratégie payante selon les autorités, d'autant plus que le secteur touristique est considéré comme l'un des principaux moteurs de croissance économique avec 7,3% de contribution au produit intérieur brut. Une autre manière de vous informer, mesdames et messieurs, c'est avec la revue de presse. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le potentiel rapporte que les éléments du M23 et de l'armée rwandaise sont accusés d'avoir commis de graves violations de droits humains le lundi 5 janvier 2026 dans le groupement d'Izégué et d'Ikoma, territoire de Walungu, au sud Kivu. Selon des sources locales, plusieurs actes de tuerie, de torture et de violences ciblant des civils ont été enregistrés. En moins de 48 heures, plusieurs familles auraient été endeuillées aux contraintes de fuir, aggravant une situation humanitaire déjà fragile dans cette partie de l'Est de la RDC. Africa News de son côté souligne que 3 jours après l'appel du chef de l'État à une concertation préalable dans la communication étatique lors de la 73e réunion du Conseil des ministres, le ministre d'État en charge de l'agriculture, Moïdo Zangui, a publiquement désobéi, affirmant que la RDC avait perdu la guerre de l'information. Sur l'émission Bosolo politique de la chaîne Bosolo, Zangui a parlé d'une désinformation orchestrée depuis le Rwanda, accusant les agresseurs de disposer d'instruments de communication et de propagation à grande vitesse, allant jusqu'à évoquer la chute d'Ouvira et à critiquer le FRDC. Sa déclaration, selon laquelle n'eût été le petit message de Marco Rubio, il serait déjà à Kalemi, a suscité une vive indignation et une tempête politique, y compris au sein de son propre camp. Le phare s'interroge alors, un mois après Washington, sur l'origine possible de la paix pour les populations de l'Est de la RDC. L'accord de la capitale américaine de Doha ou de Luanda. Le journal souligne le doute qui plane sur tous les processus de paix impliquant Kinshasa et Kigali. Depuis le prise de Goma, Bukavu et Uvira l'année dernière, Paul Kagame n'aurait respecté aucun engagement, tandis que les supplétifs de la FC M23 affichent clairement leur velléité de conquête de nouveaux territoires. Info 27 estime que la sécurité n'est plus un dossier périphérique, mais un préalable à la fluidité économique et à la stabilité régionale. À l'approche de la commission mixte défense et sécurité RDC-Zambie prévue à Lubumbashi, Kinshasa et Lusaka ont posé les bases d'un resserrement stratégique. Le vice-premier ministre congolais de l'Intérieur a réaffirmé l'engagement de l'État à répondre à la montée de l'insécurité le long du corridor Kolwezi-Lubumbashi, axe vital pour les échanges régionaux et la circulation des transporteurs zambiens. Au-delà des incidents récents, cette dynamique traduit une volonté politique de prévenir les tensions transfrontalières, de sécuriser le flux commerciaux et de renforcer la confiance entre des économies étroitement liées. Congo Nouveau note qu'en s'érangeant derrière la communication de l'Union africaine sur la situation au Venezuela, la RDC affirme sa solidarité diplomatique africaine, une position jugée surprenante alors que Kinshasa entretient parallèlement une convergence d'intérêts avec les États-Unis sur le minerai stratégique. Avec la Somalie et le Libéria, la RDC, membre africain du Conseil de sécurité de l'ONU, a exprimé sa profonde préoccupation face à la situation au Venezuela, appelant au dialogue et au respect de la souveraineté et du droit international. Terminons sur une note sportive avec Géopolis Hebdo qui revient sur l'élimination de la RDC à la CAN Maroc 2025. Les tri hebdomadaires parlent d'une cruelle élimination des Léopards battus par les Fennecs d'Algérie sur un but inscrit à la 117e minute. Malgré une prestation jugée aboutie, une défense solide, un gardien décisif et des projections offensives audacieuses, les Congolais ont vu leur espoir s'envoler dans le toute dernière minute de la prolongation. Un scénario cruel, mais une performance saluée pour son caractère combatif et solidaire. Fin de cette revue de presse. Au revoir. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Je vous rappelle les 3 principaux titres. La poursuit ses efforts de médiation de la crise congolaise. Pays voisin de la RDC, Luanda reste un acteur clé de la recherche de la paix entre atouts diplomatiques et limites qui pourraient peser sur la suite du processus.
Et puis, la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC continue de se dégrader. C'est l'alerte lancée par le groupe d'experts des Nations Unies dans son rapport à mi-parcours remis au Conseil de sécurité fin décembre. Enfin, après la chute de Nicolás Maduro, le Venezuela entre dans une phase de transition. Les marchés anticipent une reprise progressive de la production pétrolière avec un possible impact sur les prix du brut à long terme. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes et à très bientôt. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.